C'est la finale du tournoi, la voix du plus fort, et la hype est à son comble alors que l'arène explose littéralement d'énergie. Le commentateur pète un plomb face au niveau de jeu. Ce n'est pas juste une game, c'est un affrontement historique entre deux légendes. D'un côté, on a l'immortel dieu de la guerre, Lin-Ji, qui affronte le génial saint de l'épée, Beli Shangsheng. Lin-Ji n'est pas le berserker numéro 1 pour rien. Ses mécaniques sont parfaites et il joue comme un monstre absolu. Chacun de ses coups vise parfaitement les points vitaux de son adversaire, le faisant passer pour un Asura tout droit sorti de l'enfer. Beli Shangsheng est poussé dans ses derniers retranchements. Sa défense vient de voler en éclats, et ça sent vraiment le roussi pour lui. Lin-Ji a pris une avance monumentale, et franchement, le saint de l'épée a l'air complètement impuissant. Le système avertit que les PV de Beli sont dangereusement bas. On dirait bien qu'on est sur le point de couronner un nouveau champion. Lin-Ji se tient là, dominant son adversaire avec son épée massive, prêt à en finir une bonne fois pour toutes. Il célèbre déjà, lâchant à Beli que c'est terminé et que c'est lui le grand gagnant cette fois. Beli a l'air prêt à accepter la défaite, le sang coulant de sa bouche alors qu'il admet avoir perdu. Mais son expression change soudainement pour devenir beaucoup plus sombre. Il refuse de crever comme ça. Il ne peut pas croire qu'il perd ici, pas après tout ce qu'il a fait, et ses yeux s'enflamment d'une détermination désespérée. Un immense champ d'énergie rouge explose autour d'eux, alors que Beli se fout de la gueule de ceux qui croient que le travail acharné suffit pour gagner. Il sort sa carte maîtresse, le système de triche, et son épée commence à crépiter d'une énergie bleue surnaturelle. Le sourire de Lin-Ji s'efface instantanément. Il y a un truc qui cloche avec l'énergie qui se dégage de cette lame. Beli lâche 500 000 balles en argent réel pour activer un boost de super vitesse via son chi. Il devient littéralement flou, réduisant la distance avant même que le dieu de la guerre ne puisse cligner des yeux. Lin-Ji capte la vérité. Son pote utilise un putain de logiciel de triche pour lui voler le championnat. La vitesse est dingue. Beli enchaîne des coups qui ne devraient même pas être possibles avec la physique du jeu. Lin-Ji tient à peine le coup, alors qu'il se fait balader par la force brute de ses attaques boostées. Beli se marre, lui disant que quelqu'un qui croit au travail acharné ne changera jamais son destin. Il bouge si vite que sa cible peut à peine voir ses mouvements, encore moins les bloquer. Puis, il claque 900 000 de plus pour activer une compétence de téléportation juste derrière lui. Avec un dernier paiement de plus d'1 million, il active un one-shot et enfonce son épée directement dans la poitrine de Lin-Ji. La notification du système est glaciale. Il a été tué, son compte est définitivement supprimé, et tout ce qu'il possède est transféré à Beli. Alors que son corps commence à se désintégrer en données, le champion n'arrive pas à croire qu'il perd d'une façon aussi pathétique. À genoux et en train de s'effacer, il pose la seule question qui lui brûle les lèvres. « Pourquoi tu m'as trahi ?» Il hurle pour avoir une réponse, voulant savoir pourquoi leur promesse ne valait rien face à une victoire de lâche. Beli le regarde de haut, le visage froid, et lui lâche un simple désolé. Il dit à Lin-Ji de redevenir son frère dans la prochaine vie, juste avant qu'un énorme rayon d'énergie ne l'exécute. Le couperet du message système tombe. Il a officiellement perdu ses qualifications de joueur. Le système entier commence à redémarrer, effaçant 5 ans de sang, de sueur et de larmes. Alors que sa conscience sombre dans le vide rouge, tout ce qu'il ressent, c'est le poids écrasant de l'échec. Il repense à sa vie, né tout en bas de l'échelle sociale, sans thune, sans pouvoir, et sans aucun avenir. Il croyait vraiment qu'être impitoyable et bosser plus dur que les autres suffirait à tout changer. Maintenant, son avatar n'est plus que des pixels flottants, dispersés dans le vent numérique d'un jeu qui n'en a rien à foutre. Il était si proche du sommet, à un pas de s'asseoir sur le trône pour lequel il avait sacrifié toute sa vie. Il a parié sa vie entière sur ce tournoi, et maintenant il en paie le prix fort. Une défaite écrasante qui ne lui laisse que des regrets alors que sa main disparaît pour de bon. Dans ces derniers instants, il fait un vœu silencieux. S'il pouvait juste recommencer, il remonterait la pente par tous les moyens nécessaires. L'écran devient noir avec le dernier message du système. Son voyage dans les poches est officiellement terminé. Lin-Ji se réveille en sursaut avec un cri, des fragments numériques tourbillonnant encore dans son esprit comme un reste de cauchemar. Il cherche son souffle, le cœur tambourinant contre ses côtes alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il regarde autour de lui, totalement sous le choc, il est de retour dans sa vieille chambre en bordel. Et sa sœur se tient juste là, dans l'encadrement de la porte. Sa sœur, Lin Xiaohui, le fixe comme s'il avait pété un câble, lui demandant s'il essaie de cosplayer un cadavre sur le sol. Lin-Ji n'en croit pas ses yeux. Il la fixe comme s'il voyait un fantôme. Dans sa vie précédente, Xiaohui était tombé dans le coma pendant 3 ans après un horrible accident de la route. Il se souvient d'elle sous assistance respiratoire aux soins intensifs, où chaque centime qu'il gagnait passait dans ses frais médicaux. Mais la voilà, debout, en parfaite santé, le regardant avec une expression confuse. Il se précipite et l'attrape par les épaules, vérifiant frénétiquement si elle va vraiment bien et si elle n'est pas censée être sur un lit d'hôpital. Elle le repousse d'un coup de pied, traitant son idiot de frère de gros taré pour avoir fait nuit blanche pour le lancement d'un jeu. Ignorant le coup, il lui demande désespérément la date et l'année dans laquelle ils sont. Elle lui répond qu'on est le 22 juin, le jour du lancement officiel des poches EL,
et il capte qu'il a été renvoyé 5 ans dans le passé. Ce n'est pas un rêve. Le dieu de la guerre a bel et bien respawn au tout début de son voyage. Le souvenir de la trahison de Belichansheng le brûle encore, mais maintenant les rôles sont inversés. Il réalise que le destin a enfin penché en sa faveur, offrant une seconde chance à sa vie et à sa partie. La douleur du coup de poignard dans le dos est encore fraîche, mais il sait qu'on lui a donné l'opportunité ultime de tout recommencer. Cette fois, il ne va pas juste jouer, il va se hisser au sommet absolu des poches. Il sort un casque de réalité virtuelle, acheté avec 3 ans d'économie de petit boulot et un prêt risqué chez un usurier. À l'époque, ce jeu avait déclenché un engouement mondial et évolué en même temps que ses joueurs. C'était un monde virtuel magnifique et ultra réaliste que les gens ne se lassaient pas d'explorer. Dans ce monde, il était l'immortel dieu de la guerre, celui qui s'était hissé au sommet grâce à son seul talent et à sa détermination. Les joueurs lambda le vénéraient comme une légende de la technique, et sa popularité crevait le plafond. Il était classé numéro 2, à un cheveu d'être le joueur le plus fort du monde. Mais son meilleur pote, Belichansheng, n'a pas supporté la pression et a fini par céder à sa propre avidité. Il est devenu l'ennemi qui l'a trahi, volant le titre qui lui revenait de droit. Linji se dit que repenser à ça maintenant ne sert à rien. Il est temps de se concentrer sur l'avenir. Il enfile le casque, déterminé à s'assurer que ses regrets ne se reproduisent plus jamais. Le système s'illumine d'une lumière aveuglante, lui souhaitant un bon retour sur Epoch EL. Il se tient dans un vide numérique alors que le jeu lui propose de choisir sa classe et de rejoindre les millions d'autres joueurs qui partent de zéro. Dans sa première vie, tout le monde est entré dans le jeu à l'aveugle, devant découvrir chaque mécanique par soi-même. Mais pour un vétéran qui a vécu 5 ans dans le futur, ce monde n'a presque plus aucun secret. Il serre les poings, sentant le pouvoir des connaissances qu'il a ramenées avec lui. Il spawn dans la ville de départ, se jurant que cette fois, il atteindra le sommet absolu de la puissance de combat. Linji fait ses premiers pas de retour dans ce monde, déclarant que le roi de la mécanique est officiellement de retour. C'est la place du village des débutants, le point de départ de chaque nouveau joueur dans l'immense monde VR des poches. Dans la foule, certains balancent déjà des vacheries, se demandant pourquoi un mec serait assez con pour choisir la classe guerrier. Ce loser fauché, dont tout le monde se moque, c'est Linji. Il est niveau 1, sapé avec des haillons, et il s'en tape royalement de ce qu'il pense. Son écran de stats est basique au possible, mais pour lui, c'est une page blanche. Linji est de retour. Il a déjà traversé tout ça, et il est prêt à réécrire l'histoire. Les souvenirs des batailles d'il y a 2 ans sont encore frais, à l'époque où il était au sommet de la chaîne alimentaire. Dans le temps, il se battait dans des arènes gigantesques, avec le monde entier qui le regardait dominer. Même avec la chance de recommencer, Linji affirme qu'il choisirait la voie du guerrier sans hésiter. Son vieux rival, Belichansheng, se foutait de sa gueule pour ça, pensant que cette classe était réservée aux joueurs bas de gamme. Pour des mecs comme lui, les guerriers n'étaient que des sacs à viande pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des sorts flashy ou du stuff hors de prix. Belly voyait cette classe comme de la simple chair à canon. Il avait essayé de convaincre Linji de prendre la classe mortelle et élégante d'épéiste, mais le côté stylé n'avait pas tenu 3 secondes. Linji s'en foutait d'être beau à voir. Il croyait en la puissance brute et en la résilience d'un vrai guerrier. À ses yeux, survivre à chaque crise était le seul moyen de gagner le droit de devenir quelqu'un de grand. Il a atteint le niveau 80 et a gagné le titre des immortels dieux de la guerre, en ne perdant pas une seule vie au combat. Mais ses rivaux complotaient déjà pour voir si ce titre tiendrait jusqu'à la fin de la journée. Linji avait juste souri en coin et proposé de parier là-dessus. Belly était chaud, prêt à voir le dieu de la guerre tomber de son piédestal. Linji a tenu bon, chargeant dans la mêlée et prouvant exactement pourquoi il portait ce titre. Retour au présent, il marche à travers la ville, de nouveau comme un noob niveau 1. Il sait que les guerriers ont de meilleurs stats de PV, ce qui les rend beaucoup plus durs à tuer au début. Son plan est de devenir à terme un berserker, une classe qui sacrifie sa propre vie pour une puissance de combat de malade. Il sait que les mecs du pay to win choisissent généralement les classes Tapax en grave-l'œil qui font de gros dégâts. Les groupes de mages, d'épéistes et d'assassins pullulent, mais ce ne sont pour la plupart que des suiveurs. 9 groupes sur 10 dans les rues ne sont que des combinaisons différentes de ces mêmes classes DPS. Quand le serveur vient d'ouvrir, ces classes cool se font démonter par les premiers monstres qui ont de grosses stats. Mais les guerriers peuvent tenir leur position dès le départ, survivant là où les autres crèvent. Linji compte utiliser sa maîtrise des mécaniques pour compenser les faiblesses initiales de sa classe. Une notification de quête apparaît, lui disant de se présenter à un type nommé Outright dans la ville de Mel. Il trouve Outright, le guide des novices, assis exactement là où il se souvenait de lui 5 ans plus tôt. Revoir le vieil homme fait vraiment remonter les souvenirs de Linji. Soudain, quelqu'un le bouscule et commence direct à faire son connard. C'est Ballet, un paladin niveau 2 qui essaie déjà de racketter les noobs pour quelques pièces de cuivre. Les paladins sont la classe polyvalente classique que les joueurs pay to win adorent parce qu'ils peuvent tout faire. Ça ne fait qu'une demi-heure que le jeu est lancé, donc atteindre le niveau 2 aussi vite signifie qu'il a forcément lâché de la thune. Sans surprise,
Ballet a acheté un pack d'expérience novice juste pour commencer à faire chier son monde dès le début. Il croit que son écart de niveau le rend intouchable, ordonnant à Lingy de cracher le fric ou de se faire casser la gueule. Lingy ne bronche pas. Il sait que ces baleines de la première heure ne sont que des tigres en papier. Il sait que la récompense de départ est de 10 pièces de cuivre, donc payer une pièce comme taxe de protection est techniquement rentable. Mais Lingy n'a pas l'intention de lui filer quoi que ce soit. Il lui demande pourquoi. Bordel, il lui donnerait son argent. Ballet pète un câble et attaque, hurlant à quel point il est plus fort. Mais Lingy tend juste la main et stoppe l'attaque à main nue. Le visage de Ballet se crispe quand il capte qu'il ne peut plus bouger son bras. C'est comme si toute sa force avait été aspirée. Lingy sourit, expliquant que c'est l'amplification de prise, un talent inné qu'il a choisi dès le départ. La plupart des joueurs disent que c'est de la merde parce que ça rend juste plus difficile de lâcher son arme, mais ça donne en fait une stat cachée de résistance au désarmement. Ballet rigole, traitant ça de compétence poubelle dont même un clébard ne voudrait pas. Le sourire de Lingy s'élargit. Inutile pour toi, peut-être. Mais pour moi, il sait qu'entre de bonnes mains, c'est en réalité le talent le plus pété qu'un guerrier puisse avoir. Ballet commence à transpirer à grosses gouttes quand il réalise qu'il se fait désarmer à main nue devant tout le monde. Ça a l'air claqué au sol en surface, mais le potentiel est monstrueux si tu comprends les mécaniques fondamentales du jeu. Ça te permet de parer des attaques basiques sans armes. Et si ta force est supérieure à celle de l'ennemi, tu peux déclencher une contre-attaque qui le désarme instantanément. Ballet a beau être niveau 2, vu qu'il n'a mis aucun point en force, ses stats sont en fait inférieures à celles de Lingy. C'est juste un autre pigeon de pay to win qui n'a aucune idée de comment jouer au jeu. Ce qu'il ignore, c'est que ce talent évolue par la suite en l'une des compétences les plus chéatées de l'arbre du guerrier. Ça devient prise du titan, une compétence légendaire que tout guerrier pro rêve de débloquer. Ça permet de manier une épée à 2 mains géantes avec une seule main, mais ce n'est dispo que si tu as choisi amplification de prise à la création du perso. Soudain, les gardes de la ville débarquent, et la foule autour commence à se disperser. Ballet joue direct la victime, pointant Lingy du doigt et jurant aux gardes qu'il a été agressé en plein public. Les gardes niveau 5 encerclent Lingy, qui avoue tranquillement que c'est lui. Ballet jubile, convaincu que son statut VIP va faire exécuter Lingy sur le champ. Lingy reste de marbre, expliquant aux gardes que c'était clairement de la légitime défense. Les gardes hésitent, et Ballet commence à paniquer. Il gueule sur l'argent qu'il a dépensé sur son compte, comme si ça avait la moindre importance pour les PNJS de la ville. Lingy connaît les règles des zones de sécurité. Le premier à frapper est l'agresseur, et la victime a le droit de riposter sans pénalité. Les gardes s'en foutent royalement du statut VIP de Ballet. Ils le plaquent au sol pour avoir foutu la merde. Une notification système apparaît. Puisque Ballet était l'agresseur, il est forcé de payer une compensation d'une pièce de cuivre à Lingy. Lingy rattrape la pièce au vol, l'air totalement satisfait de la façon dont son plan s'est déroulé. Ballet fume de rage, mais Lingy se paie sa tête en acceptant des excuses qu'il n'a jamais faites. Il lance un regard noir au reste des racailles, leur demandant s'il y en a d'autres qui veulent lâcher du cuivre pour lui. Ils sont trop intimidés pour faire les malins, et Lingy leur dit de raquer ou de dégager de son chemin. Les petites frappes restent plantées là, regardant Lingy passer devant eux au KLM. Il se dirige droit vers le banc où le vieil homme est assis. Sa prochaine étape, parler avec Outright et réclamer sa récompense de novice. Lingy s'assoit à côté de lui et salue le vieux PNJ comme un vieil ami. Outright est paumé. Le jeu n'est en ligne que depuis un jour, ce n'est pas possible que cet aventurier le connaisse. Lingy sourit, mentionnant que ça fait au moins 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Outright prend ça pour une blague et lui propose les récompenses standards de novice. 10 pièces de cuivre, des potions ou une épée en fer. Les joueurs fauchés prendraient direct la thune vu que ça vaut de l'or sur le marché noir en ce moment. Mais Lingy ignore la liste et dit à Outright qu'il veut elle, option 4. Outright est sur le cul. Il n'y a que 3 choix à l'écran. Il pense que le gamin hallucine. Lingy se penche et récite un code cryptique. Le feu de camp avant l'aube s'éteindra 2 fois. Les yeux d'Outright s'écarquillent de choc en entendant ces mots. Lingy continue l'énigme, parlant de la lune sombre sombrant dans la nuit éternelle. Il regarde le vieil homme dans les yeux et lui demande s'il se souvient encore de ce code secret. Un flashback révèle qu'il y a 5 ans, Lingy avait accompli une quête cachée pour sauver la famille d'Outright d'une menace monstrueuse. À l'époque, Outright n'était qu'un guide novice sans trésor ni or à offrir en échange de sa vie. Alors, il avait donné une phrase secrète à Lingy, lui disant de l'utiliser s'il avait un jour besoin d'aide à l'avenir. Le vieux PNJ avait promis que même si le système changeait son identité ou effaçait sa mémoire, le lien entre eux resterait. Il avait juré de ne jamais oublier l'homme qui était devenu son sauveur. De retour dans le présent, Outright regarde Lingy avec admiration alors que les conditions de la quête cachée sont enfin remplies. Il présente avec joie les récompenses, dont la très rare récompense de retour du joueur vétéran, qui était resté caché pendant des années. Lingy repense à son ancienne vie, où il était à 2 doigts d'être le plus fort avant qu'une bande de tricheurs ne vienne tout bousiller. L'injustice est basiquement la règle de ce monde,
mais il ne compte pas rejouer selon ses règles. Il refuse de simplement accepter son destin cette fois-ci. Il sort une pierre de talent initiale, un item ultra rare qui va le lancer sur une voie complètement différente. La foule n'en croit pas ses yeux. Une gemme sur mesure qu'on ne peut même pas acheter avec de l'argent réel. Pour atteindre le sommet dans cette vie, Linji sait qu'il doit être le meilleur absolu dès la ligne de départ. Il valide son choix, le serment de l'épée. C'est la première étape de son plan pour réécrire l'histoire. Le système explique que cette voie, créée par un légendaire saint de l'épée, transforme les joueurs en gardiens du serment avec des compétences de fous furieux. Le hic, c'est qu'ils ne pourront plus jamais toucher à un autre type d'arme pour le reste de leur vie. Le jeu lui demande s'il est sûr. Linji n'hésite pas une seconde, il y va à fond. Alors qu'il entre en ville, les rumeurs commencent aussitôt. Les autres joueurs n'arrivent pas à croire qu'un mec a vraiment choisi cette classe. La foule se fout de sa gueule pour avoir pris ce qui est actuellement considéré comme la pire classe du jeu. Mais il ne pige rien. La puissance ne vient pas de l'arme, mais de celui qui la manie. Il remercie silencieusement Adélaïde pour ce cadeau. Dans son ancienne vie, il avait mis un temps fou à débloquer un deuxième talent, mais là il a une longueur d'avance colossale sur tout le monde. Il sait que les avantages du pay to win vont vite s'évaporer une fois que tout le monde aura atteint le niveau 5. Avec son skill, une simple épée en fer lui suffit largement pour surpasser tout le monde. Comparé aux haches ou aux lances, les épées peuvent sembler faibles sur le papier, mais lui sait ce qu'il en est. La plupart des gens n'ont juste pas compris que l'épée est la seule arme qui récompense vraiment le pur talent. Son plan initial était de prendre l'amplification de prise, mais cette pierre de talent a tout changé. Il a fini par zapper son arme de départ et part maintenant à l'aventure les mains complètement vides. Tout a changé cette fois-ci. Un seul choix différent au départ a déjà envoyé son histoire sur une toute nouvelle trajectoire. Il se souvient du visage du mec qui lui a tout pris auparavant. Il se demande si son ancien rival, Belly, le reconnaîtra seulement cette fois. Cette fois, c'est lui qui sera au sommet, et il va s'assurer que la fin change pour de bon. En traversant le marché, il entend un marchand hurler qu'il vend de l'équipement pas cher pour les nouveaux joueurs. Il décide d'aller jeter un œil à ce qui est à vendre. Un mec avec une capuche violette est déjà là, filant des coups de pied dans la marchandise et disant que c'est de la grosse merde. Les yeux de Linji s'arrêtent sur un bâton en bois de niveau 1, avec une puissance d'attaque de pile poil 1. C'est classé comme un gourdin, mais pour une raison obscure, ça a aussi le tag épée accroché dessus. Quelque chose attire son attention. Il s'arrête pour regarder de plus près. Le pauvre marchand est mort de peur, implorant pitié puisque c'est sa seule source de revenus. La brute se fout de sa gueule, le traitant de lâche qui ne sait même pas se battre. Linji intervient, leur disant que les joueurs axés sur l'artisanat sont tout aussi importants que les autres. Il souligne que sans les artisans et les alchimistes, les joueurs axés sur le combat ne pourraient même pas franchir les portes de la ville. Il demande au marchand combien coûte le bâton, et le mec lui répond que c'est juste une pièce de cuivre. Le caïd est saoulé, lui demandant pour qui il se prend. Bordel. Linji se présente simplement comme un guerrier. Les sbires explosent de rire à l'idée d'un guerrier utilisant un bout de bois, mais Linji donne la pièce et conclut l'affaire. Tout s'aligne exactement comme le destin l'avait prévu. La brute a le séum qu'on ait interrompu son délire, prétendant qu'il faisait en fait une bonne action. Linji le regarde droit dans les yeux, dénonçant son comportement de harceleur pour ce qu'il est. Le caïd rit au nez de Linji, se moquant de lui pour avoir acheté un tas de déchets. Il est convaincu que le guerrier noob vient de se faire totalement pigeonner par le marchand. Il traite le marchand d'escroc et se casse avec sa bande, en se marrant sur la crédulité de certains mecs. Le groupe part, balançant en gros que le marchand et ses marchandises poubelles ne méritent même pas qu'on marche dessus. Il pense qu'il méritait de se faire arnaquer. Linji regarde le bâton. Il sait exactement pourquoi tous les autres pensent que c'est de la merde. Au début du jeu, c'était l'arnaque classique par excellence. Les noobs l'achetaient pour une pièce de cuivre en croyant faire une affaire, pour réaliser ensuite que c'est inutile. Plus personne n'y prête attention une fois qu'ils ont compris. Mais Linji n'est pas un noob largué. C'est le dieu de la guerre qui a manié des milliers d'artefacts divins, et son instinct lui dit que c'est un truc spécial. Le système le confirme. Ce bâton possède d'une manière ou d'une autre les attributs épée et gourdin. Ça ne devrait même pas être possible dans un système de classification normal. Il n'y a qu'une seule explication pour un chevauchement aussi bizarre. C'est un bug dans la matrice, ou un truc beaucoup plus puissant. C'est un artefact divin non identifié. Même s'il ne peut pas encore débloquer sa pleine puissance, ça fera très bien l'affaire comme épée pour l'instant. Il check ses stats. Guerrier niveau 1, non, Linji le revenant. Il est officiellement équipé du bâton en bois. Ses stats sont au ras des pâquerettes, mais entre les mains d'un pro, ces chiffres sont plus que suffisants pour lancer une légende. La puissance dépend de la façon dont tu t'en sers. Il arrive à la porte nord, où l'atmosphère est lourde d'une sombre aura démoniaque. La ville subit une pression monstrueuse. Une quête mondiale se déclenche, l'offensive démoniaque. Les joueurs sont chargés de défendre la ville de Mel contre une putain d'armée de démons. La ville de Mel est coincée en première ligne,
C'est pourquoi les monstres à l'extérieur de cette porte sont bien plus agressifs qu'ailleurs. Dans sa vie passée, cette ville avait été complètement rayée de la carte par cette même invasion à peine un an après le lancement du jeu. Il est déterminé à changer ça. D'autres joueurs foncent tête baissée, aveuglés par la promesse de gros gains d'XP sur les mobs démoniaques. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les gardes à la porte essaient d'arrêter Linji, l'avertissant qu'un novice niveau 1 ira juste jeter sa vie en pâture là-dehors. Il leur demande calmement de le laisser passer, ignorant leurs supplications pour sa sécurité. Le garde le prévient qu'une fois sorti, il n'y a plus de protection pour les débutants pour le sauver. Linji sourit juste, disant qu'il cherche du défi. Il passe devant eux avec une confiance absolue, ignorant les avertissements de mort certaine. Peu importe qu'il soit de niveau supérieur. Ouvrez les portes, ordonne-t-il. Son courage brut lui vaut un gain immédiat de réputation auprès des gardes pour sa bravoure. Sa réputation dans la ville de Mel monte directement à amical, juste parce qu'il agit comme un grand malade. Il fait bonne impression. La plupart des joueurs ignorent qu'Epoche, elle a des règles cachées qui récompensent ceux qui repoussent leurs limites comme ça. Le défi est la clé. Si un PNJ pense que tu as les couilles de t'attaquer à l'impossible, il commencera à t'ouvrir des quêtes cachées et des marchés avantageux. Le capitaine des gardes-lance est impressionné par son courage et lui demande une faveur. Et juste comme ça, Linji déclenche une quête cachée. C'est exactement ce qu'il voulait. Une quête de niveau 3 offerte à un joueur de niveau 1. Tout se déroule comme prévu. Lance lui explique que 3 de ses hommes sont piégés dans le camp du boss. Il a déjà fait une croix sur eux et veut juste récupérer leur corps pour les enterrer dignement. Linji sait que s'attaquer à des ennemis de haut niveau est le meilleur moyen d'obtenir des récompenses qui peuvent vraiment changer l'avenir de la ville. Les enjeux sont énormes. Il regarde Lance dans les yeux et lui dit qu'il n'a pas l'intention de juste ramener des cadavres. Il vise plus haut. Pour vraiment nettoyer ce donjon, il doit garder son niveau aussi bas que possible tout en défonçant le boss. C'est une stratégie risquée. Il compte sur sa connaissance parfaite des mécaniques du boss pour réussir un kill solo au niveau 1 sur une créature de rang divin. La confiance est la clé. Lance est complètement scié, se demandant comment ce gamin random connaît même son nom. Il n'a jamais vu un type pareil. Linji lui dit de laisser tomber les plans d'enterrement et de commencer plutôt à préparer la fête de la victoire. Il va sauver ses hommes. Lance le prend pour un fou. Pour lui, sans un miracle, ses hommes sont déjà morts. Il dit aux novices de jouer la sécurité et d'attendre. Linji ne s'arrête pas de marcher. « Je suis ce miracle », lâche-t-il, laissant le capitaine sans voix. Il n'a pas d'équipement, mais il a du skill. Il ne laisse pas sa vie entre les mains de la chance. Dans cette vie, c'est lui qui contrôle le destin de ses propres mains. Fini de crever, il arrive à un cimetière sinistre à l'entrée du village. L'endroit est jonché de croix. Une rivière de sang est à prévoir. Il prend une grande inspiration. L'odeur de la mort et du sang, c'est exactement ce qu'il cherchait. Aucune hésitation. Les devs du jeu étaient connus pour faire des trucs atrocement durs, mais les récompenses valent toujours le risque. Les tanks, en avant. Tout près, un groupe de joueurs est agglutiné autour d'un feu de camp, hurlant désespérément pour qu'un tank ou un support les rejoigne. Ils galèrent. Former un groupe est généralement l'idée la plus intelligente pour le joueur moyen s'il veut survivre à la nuit. Il connaît la strate optimale, mais soudain, il entend une voix agaçante et familière. C'est Rex, qui le reconnaît et se marre de elle idiot, qui s'est fait pigeonner. Le passé se répète. Rex se fout de la gueule de Linji, lui demandant pourquoi il s'accroche encore à son précieux bâton en bois. Sa bande trouve la situation à mourir de rire. Linji ne les regarde même pas chiants, marmonne-t-il, nullement impressionné par leurs insultes d'amateurs. Ballet, le chevalier du groupe, la ramène avec un sourire en coin, demandant si le guerrier noob a vraiment l'intention de farmer les monstres tout seul. Le reste de l'équipe ricane. Ils sont persuadés que c'est un noob total qui va se faire broyer et revenir ramper pour mendier une place dans le groupe. Linji les ignore, faisant ses calculs dans sa tête. Jouer en groupe, c'est peut-être plus safe, mais jouer en solo, c'est 5 fois plus rentable. Et il n'est pas là pour jouer la sécurité. Soudain, d'un simple mouvement de la main du guerrier débutant, Ballet est pris complètement au dépourvu, hurlant de terreur pure comme s'il venait de tomber nez à nez avec un monstre. « C'est quoi ce bordel ?» demande Ballet, reculant en titubant, encore totalement sous le choc de la façon dont son corps a instinctivement reculé face à une menace aussi pathétique. Linji l'observe d'un œil froid et analytique. Il capte que Ballet a choisi le talent « Flamme de rétribution », un build très risqué qu'il n'a clairement pas le niveau de maîtriser. Le chevalier a l'air balèze, mais avec ce talent, son corps est en verre. Il essaie de sauver la face en prétextant que son pied a glissé. Linji connaît le prix de ce talent. Ça réduit la force et transforme l'utilisateur en feuille de papier. C'est un build pour ceux qui ne prévoient jamais de se faire toucher. Il catalogue Ballet comme un « chevalier feu follet », le genre de joueur qui se planque toujours derrière ses potes et ne mène jamais la charge. Pour lui,
Ce mec est un lâche de première. Alors que le groupe avance, ils ne se doutent pas qu'un démon suit déjà leur moindre mouvement depuis les ténèbres. Le système les prévient qu'ils ont été repérés. Ballet voit une occasion de se débarrasser du noob et lâche un sourire narquois et vicieux. Il utilise concentration d'aggro pour attirer l'attention du démon, puis fonce direct vers Lingy, prévoyant de lui refiler le monstre. Lingy voit clair dans son jeu. Il pige que Ballet essaie intentionnellement de pousser le monstre à le tuer. Il a un peu de jugeote, au moins, pense-t-il. Au lieu de fuir, Lingy reste planté là. Il a besoin de s'échauffer, et un démon niveau 2, c'est pile ce qu'il faut pour lui faire pomper l'adrénaline. Le groupe observe de loin, certain qu'il est pétrifié de peur. Il flippe sa race, c'est sûr, hurle Rex avec un rire moqueur. Le regard de Lingy s'aiguise alors que le démon bondit. Je le vois, murmure-t-il, concentré à 100% sur les patterns d'attaque de la créature. Il suit la trajectoire exacte du coup d'épée du démon, calculant le moment parfait pour bouger. D'un mouvement fluide, il lâche une esquive parfaite, laissant l'énorme lame siffler à quelques centimètres de lui pendant que le système valide son skill. Il connaît le secret de sa classe. Un vrai guerrier n'atteint son plein potentiel que lorsqu'il se tient au bord de la mort. Tu ne peux devenir l'immortel dieu de la guerre qu'en te mettant constamment en danger, se dit-il, son aura se transformant en un truc terrifiant. Il serre son bâton en bois luisant, déterminé à atteindre le sommet dans cette vie. Il ne joue pas juste à un jeu, il réclame son trône. Il contre-attaque, prenant le démon par surprise. Fais attention, sombre con, crie-t-il en collant un coup critique à la bête. Le coup fait enrager le démon, boostant sa puissance d'attaque de 50%. Il rugit, devenant encore plus mortel et agressif en entrant en frénésie. Ballet regarde la scène horrifiée, persuadé que Lingy est en train de se suicider. Foncer dans le tas maintenant, c'est chercher la mort, pauvre fou, hurle-t-il. Mais pour Lingy, c'est exactement ce qu'il veut. L'intensité actuelle n'est pas suffisante, pense-t-il, s'approchant encore plus de la portée de la bête. Il s'infiltre dans l'espace personnel du démon, restant pile dans la ligne de mire. Plus près. Ouais, juste comme ça. Il place un autre coup dévastateur, brisant la défense du démon avec un coup critique qui lui siphonne une énorme barre de PV. Le monstre hurle de douleur alors que son attaque est interrompue. Il titube, totalement incapable de suivre la vitesse et la précision de Lingy. Plus près, répète Lingy, ses mouvements n'étant plus qu'un flou de violence calculée alors qu'il maintient la pression. Il frappe encore et encore, le bâton en bois infligeant beaucoup plus de dégâts que quiconque n'aurait cru possible. D'un ultime arc dévastateur de son arme, il se prépare à achever la créature pour de bon. Le système annonce le kill. Lingy a soloté un guerrier effroi démon au niveau 1. Il sait que c'est la seule vraie façon de jouer. Le groupe est sans voix. Il a tué avec un bout de bois ? Balbutie-il, leur cerveau incapable de processer ce qu'ils viennent de voir. Ballet se redresse, le visage pâle d'incrédulité. Il essaie de se convaincre que c'était juste de la moule incroyable. Sinon ça n'a aucun sens. Rex s'avance avec un respect nouveau, ou du moins une nouvelle magouille en tête. Il soupçonne Lingy de ne pas être un simple noob chanceux, mais un ancien expert de la bêta fermée. Il change de ton direct, demandant à Lingy s'il veut rejoindre son groupe. Il me manque un expert de mon côté, dit-il avec un faux sourire de pote. Lingy n'hésite même pas et ne se retourne pas intéressé, lâche-t-il sèchement, continuant son chemin. Rex ne lâche pas l'affaire. Il dit à Lingy que le boss qui les attend, Chante et Griffin, requiert une équipe de 5 pour avoir une chance de s'en sortir. Une notification système apparaît pour Lingy. Rekford vous invite à rejoindre le groupe. Rex attend, les yeux pleins d'avidité opportuniste. Pour rendre l'offre plus alléchante, il propose de faire 50-50e sur tout le loot. Il est désespéré d'avoir les talents de Lingy de son côté pour clean le donjon. Lingy reste de marbre face au coup de pression de Rex, affirmant calmement que 5 joueurs n'est qu'une suggestion pour le donjon, pas une obligation. Rex commence à suer à grosses gouttes, halluciné que Lingy envisage même de le faire en solo. Il essaie de lui faire la leçon sur les limites du skill individuel dans les donjons de groupe. Il continue son baratin, énumérant les récompenses rares et l'équipement d'héritage à la clé. Il prétend que son équipe est la meilleure chance pour quiconque de choper le « first kill ». L'un des coéquipiers de Rex la ramène, prévenant que la deuxième phase de Griffin invoque des monstres d'élite qui anéantiraient instantanément une équipe sans un vrai tank. Lingy affiche un sourire en coin entendu. Il voit clair dans leur désespoir. Ils ne l'ont pas invité pour son talent. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour tanker les dégâts. Non, 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 mon gars, dit Lingy, stoppant leur fausse lèche avec un ton froid et moqueur. Rex sort son meilleur sourire de commercial, mentant comme un arracheur de dents sur le fait qu'il apprécie grandement la force de Lingy et ne le voit pas juste comme un bouclier humain. Lingy ferme les yeux, reconnaissant le piège à des kilomètres. Il sait qu'ils veulent juste de la chair à canon pour distraire le boss pendant qu'il récolte les lauriers. Rex le fixe intensément, son faux sourire masquant son impatience alors qu'il attend une réponse définitive.
Alors, relance-t-il. À leur grande surprise, Lingy accepte. J'accepte votre invitation, dit-il, tapotant le bouton bleu « Accepter » flottant dans les airs. Le système confirme qu'il a rejoint le groupe de Rex. Il connaît bien les mécaniques du jeu. Le butin des boss augmente avec le nombre de participants. Entrer avec un groupe complet de 5 force le boss dans son mode de difficulté max, ce qui est le seul moyen de garantir le meilleur loot exclusif. Alors qu'il marche avec le groupe vers l'entrée du donjon, Lingy pense aux enjeux. Une fois la quête cachée terminée, le boss disparaît pour de bon. Il sait que pour atteindre le sommet dans cette seconde vie, il a besoin de chaque avantage. Cette récompense est la fondation de sa montée en puissance en early game. Serrant les poings avec détermination et avec une lueur féroce et affamée dans les yeux, il se jure de s'approprier cette opportunité unique. Lingy se tient devant le brillant portail bleu menant au donjon de Chantegriffin. D'une seule main, il charge dans le tas et nettoie complètement la vague de monstres. Les joueurs à proximité commencent à râler, se plaignant de la raison pour laquelle il le laisse nettoyer tous ses mobs tout seul. Mais cet enfoiré de Rex sort l'excuse qu'ils doivent garder leur force pour le vrai combat. Ils font une fixette sur les stats, grognant sur le fait que les taux de drop sont dégueulasses à moins d'être une baleine du pay to win. Lingy les ignore, les yeux rivés sur une arme de monstre luisante qui traîne sur le sol. Soudain, une notification système apparaît, son bâton en bois cherche un autre. Un mec à côté ricane, lui disant de laisser tomber puisque les joueurs ne peuvent pas looter les armes des monstres. Il part dans un délire expliquant à quel point le matos de monstres lootables ruinerait complètement l'économie du jeu dès le premier jour. Mais Lingy ramasse l'épée du monstre sur le sol, prenant l'autre mec totalement par surprise. Fixant son bout de bois, il lui demande s'il est prêt à fusionner avec le stuff de l'ennemi. La branche de l'arbre monde se met à briller, lançant le processus de fusion pile à ce moment-là. Et juste comme ça, il se retrouve avec une épée ébréchée de démons avec un énorme boost de force. Il se souvient avoir vu cet artefact à une vente aux enchères il y a 3 ans dans sa vie passée. Ce n'est pas un simple bâton. C'est une poignée divine qui peut s'enrouler autour de n'importe quel objet et le transformer en épée. À l'époque, ce truc s'était vendu pour la somme astronomique de 100 millions. Alors que tous les autres sont bloqués avec du stuff de départ éclaté, les monstres portent en fait le bon matos. En utilisant la branche pour imiter leurs armes, il peut améliorer son équipement gratos quand ça lui chante. Il check ses stats, maintenant officiellement reconnu comme le revenant au niveau 1. Sa force et son endurance sont correctes, mais il sait qu'il ne fait que commencer. Avec l'épée de haut niveau en main, Lingy et le groupe se dirigent vers la ville, chargeant droit vers les bruits de bataille retentissants. Il arrive sur une scène où le boss de niveau 5, Chantegriffin, est en train d'exterminer les gardes locaux. Rex l'arrête, lui disant qu'ils ne peuvent pas intervenir avant la fin de la cinématique. Le plan est d'attendre que le boss passe dans sa phase de récupération avant de lui sauter dessus pour l'achever. Mais Lingy n'est pas là pour mater un film. Il s'en branle totalement d'attendre la fin de la cinématique. Il ignore l'avertissement et marche directement au beau milieu du combat. Les gardes ne peuvent que regarder, bouche bée, ce mec briser les règles habituelles du jeu. Il dégaine son épée, annonçant que sa seule stratégie est de commencer à trancher dans le tas. Interrompre une cinématique a un prix énorme. Le niveau d'agressivité du boss monte au maximum. Un des larbins de Rex pense que Lingy est un crétin absolu d'avoir pu le boss trop tôt. Rex ordonne à son groupe de rester en arrière et de juste regarder le noob se faire buter. Le boss change direct de cible, chargeant Lingy avec tout ce qu'il a. Ça peut ressembler à une mission suicide, mais Lingy a une raison très précise de faire ça. Il est là pour servir d'effet papillon, qui changera toute la direction de la quête. Les deux s'affrontent dans une explosion d'énergie massive, faisant trembler le sol. Rex et ses potes attendent juste que le boss l'achève pour pouvoir s'incruster et choper le first kill. Ils flippent déjà de devoir partager le butin avec un inconnu. Rex a un sourire vicieux, décidant qu'il ne laissera pas un tocard prendre une part de leur expérience. Un message système clignote, Rex tireur a viré Lingy du groupe en plein milieu du combat. Maintenant en solo, Lingy esquive un coup fatal du boss massif. Ils pigent leur petit jeu. Ils se servent des nouveaux comme chair à canon pour affaiblir le boss et récolter la gloire. Ils sont vraiment persuadés qu'il est impossible pour un joueur niveau 1 en solo de survivre à ça. Mais Lingy sait qu'ils ont fait un très mauvais calcul. Une énergie rouge explose autour de lui alors qu'il se propulse dans les airs, prêt à riposter. Le boss ne peut que fixer ce débutant, qui abat la puissance d'un vétéran dieu de la guerre. Une onde de choc massive déchire l'air au début du clash. L'équipe de Rex n'en croit pas ses oreilles, entendant un bang supersonique qui donne l'impression que le ciel se déchire. Lingy ne recule pas, hurlant au boss de balancer tout ce qu'il a. Son serment de l'épée s'active, boostant sa puissance d'attaque alors qu'il manie sa lame avec une précision mortelle. Les spectateurs sont sur le cul de voir un joueur de niveau 1 faire fondre la barre de PV de Chantegriffin. Mais le combat ne fait que commencer, le Griffin rugit et passe à sa deuxième phase, encore plus dangereuse. Le boss prépare une attaque au marteau chargé de violet, destiné à écraser tout sur son passage. Lingy reste planté dans l'œil du cyclone,
se plaçant intentionnellement à l'endroit le plus dangereux possible. La bande de Rex pense qu'il a complètement vrillé, convaincu qu'essayer de parer une attaque chargée de boss est une condamnation à mort. Une violente explosion violette secoue la zone, envoyant des débris volés de partout. Le boss a mis chaque once de son énergie corrompue dans cette frappe. Au milieu du chaos, Lingy réfléchit à la raison pour laquelle tout le monde pense que la classe guerrier est une impasse. Il sait que la plupart des gens ne pigent pas la vraie valeur d'avoir le choix de sa propre voie. Avant le lancement du jeu, les rôles populaires étaient réservés à ceux qui avaient les poches les plus pleines. Les joueurs lambda étaient souvent cantonnés à des rôles de soutien ou traités comme de la simple chair à canon. Il se souvient que la classe guerrier n'était gratuite que parce qu'elle était considérée comme le fond du gouffre. Mais à cet instant, il a découvert un secret qui a changé toute sa vision du jeu. Pour vraiment s'emparer de la première place, il devait abandonner toutes les autres options, SAF, et tout miser sur cette voie. Les spectateurs sont pétrifiés, jurant qu'il est impossible pour un noob niveau 1 de bloquer une attaque pareille. Le regard de Lingy se durcit, déterminé à paver un chemin vers le sommet que lui seul peut arpenter. Il active Amplification de prise, bloquant son épée horizontalement pour la transformer en un bouclier indestructible. Il place toute sa confiance dans l'expérience de sa vie passée et dans l'arme qu'il a entre les mains. Le boss finit par laisser une ouverture, et Lingy ne perd pas une seule seconde. En focalisant son attention et en sacrifiant tout le reste, il a découvert un océan d'opportunités juste devant lui. Le feu dans les yeux, il fait le serment que même les dieux tomberont devant lui dans sa quête pour devenir le plus fort. Lingy plonge pour porter le coup de grâce. Des arcs électriques zèbrent l'air alors qu'il réduit la distance. Une explosion monumentale secoue la clairière. Notification système. Chanté Griffin a été tué. Lingy s'effondre par terre, complètement vidé. Il vérifie ses stats, remerciant le pool de PV énorme de la classe guerrier. Il se tient au-dessus des restes du boss alors que les points d'XP commencent à pleuvoir. Il passe niveau 2, et ses stats de base font un bond colossal. De loin, Rex et sa clique n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. Rex reste bouche bée, réalisant que le boss n'a même pas atteint sa deuxième phase. La réputation de Lingy dans la ville de Mel atteint le statut révéré. Il débloque un exploit secret pour le kill en solo. Un dernier message système confirme que le Griffin et sa légion sont définitivement effacés. Le cadavre du boss explose, inondant le sol d'or et de matériaux rares. Le groupe de Rex fait la gueule, criant déjà au bug. Rex ordonne à ses hommes d'avancer et de nettoyer la zone. Hawk essaie de choper une pièce, mais une boîte d'alerte rouge le remballe. Il est fou de rage, hurlant qu'il n'a pas les droits de loot. Rex capte la vérité. Lingy les a kickés du groupe juste avant le kill. Il maudit sa malchance pendant que le guerrier ramasse calmement le butin. La cloche dorée du Griffin apparaît, un artefact divin d'héritage. Lingy repère l'artefact qui brille parmi le stuff. Il tend la main, et les objets commencent à réagir à sa présence. L'or et les matériaux volent directement dans son inventaire en un clin d'œil. Hawk tente d'intercepter une pièce au vol, mais elle lui glisse entre les doigts. Lingy encaisse l'argent pendant que les sbires pleurent parce qu'ils monopolisent les drops. Rex leur dit de fermer leur gueule, fixant le guerrier solitaire. Il explique que s'il le bute maintenant, il lâchera tout ce qu'il vient de ramasser. Hawk flippe encore après l'avoir vu soloter un boss niveau 5. Les sous-fifres de Rex ont activé Œil d'Aigle, et vu qu'il ne restait à Lingy que 3 petits % de ses PV. Il est convaincu qu'une simple égratignure suffira pour finir le taf. Il ordonne à toute la bande de passer en mode PVP. Il commence à encercler le guerrier épuisé. Lingy fait les comptes du butin. 100 pièces de cuivre et un paquet énorme de matériaux d'alchimie. Il check le taux de change actuel et réalise qu'il vient de se faire des couilles en or. Rex se marre, le traitant de pauvre pigeon naïf pour avoir fait tout le sale boulot. Lingy n'a pas l'air surpris, pointant du doigt la trahison immédiate. Rex joue les innocents, prétendant qu'ils sont restés en arrière uniquement parce qu'ils croyaient en lui. Il fait tomber le masque, exigeant sa part du mérite et du magot. Une alerte système rouge clignote. Lingy souffre d'une blessure grave et mortelle. Il crache du sang, ses stats divisés par 2 et ses PV capés alors que le gang se rapproche. Rex le toise, prêt à lui enseigner les principes du gang des vilains. Rex se vante de la philosophie de sa bande, expliquant que la coopération n'est qu'un prélude à la trahison. Il sourit avec arrogance alors qu'un de ses mecs prépare un tir en arrière-plan. Il annonce à Lingy qu'il est temps de cracher absolument tout ce qu'il a sur lui. Un projectile lumineux file droit sur Lingy, qui reconnaît instantanément la compétence de chasseur, Œil d'Aigle. La flèche s'écrase dans le bâtiment à côté de lui, un tir de sommation claire pour montrer la précision du tireur. Lingy se retourne vers eux, demandant à quoi rime ce petit numéro. Rex n'exige pas seulement le butin du boss, mais tout ce que Lingy porte, jusqu'à son foutu caleçon. Il tend la main, proposant d'épargner la vie de Lingy s'il implore pitié et file les items. Il veut voir le guerrier totalement humilié, repartant les mains vides. La bande se marre, le traitant de pauvre merde de bas étage qui a juste eu un coup de moule avec le boss. Lingy lâche un petit rire, c'est qu'alors que son visage s'assombrit. Il campe sur ses positions et leur donne une réponse simple. Il refuse. Rex le traite de moins que rien,
juste un tremplin sur son propre chemin vers le pouvoir. Ces hommes regardent leur chef se préparer à régler son compte à ce guerrier obstiné. Lungi met Rex au défi de venir le tuer s'il en a les couilles, ce qui est exactement ce que l'ordure espérait. Rex relève le défi, son groupe prêt à fondre sur lui. Il donne l'ordre de tuer pendant que son acolyte active une compétence mortelle avec une dague luisante. Lungi sort la cloche dorée, qui explose immédiatement dans une décharge d'énergie aveuglante. Un rayon de lumière rose frappe sa position, mais une barrière dorée tient bon. Une explosion ravage la zone, mais le bouclier ne flanche pas. Le gang reste bouche bée, réalisant qu'ils ont affaire à l'artefact divin d'héritage droppé par le Griffin. Le sous-fifre tank se met à suer à grosses gouttes, se demandant à quel genre de puissance ils sont confrontés. Entouré d'éclairs dorés, Lungi explique que la cloche ne lui achète qu'une seule seconde de sécurité. Le tank ricane, pensant qu'une petite seconde ne le sauvera pas de l'inévitable. Lungi le fixe froidement, lui faisant remarquer qu'une seconde, c'est tout ce dont il a besoin pour valider une amélioration de compétence. Ayant atteint le niveau 2, il utilise son point de compétence gratuit pour débloquer une puissante capa de guerrier. Il active Répit de la mort, une compétence qui déclenche une énorme récup de PV quand on est encerclé d'ennemis. Sa barre de vie explose sa limite max alors qu'une aura rouge s'embrase autour de lui. Les racailles sont horrifiés de le voir récupérer complètement de ses blessures graves en un clin d'œil. Les yeux de Lungi brillent d'une intensité féroce alors qu'il leur demande s'ils sont prêts à voir un vrai cauchemar. Meshi ordonne au groupe de concentrer les tirs, soulignant que l'arme de Lungi est encore hors de portée. Lungi se propulse en avant à une vitesse folle, les prenant totalement par surprise. Les yeux de Rex s'écarquillent de terreur en voyant le guerrier fondre sur eux. Un seul coup de poing fait mouche, envoyant un des mecs voler en arrière. Lungi n'est plus qu'un flou de mouvement, fauchant quiconque se dresse sur son chemin avec une force dévastatrice. Les derniers sbires sont paralysés de peur, incapables de suivre sa cadence. Il laisse le cadavre de l'archer dans son sillage, l'ayant buté à main nue. Avec son amélioration de combat à main nue active, ses poings sont aussi mortels qu'une lame. Rex hurle désespérément à Meshi d'utiliser un sort de glace pour clouer le guerrier sur place. Meshi balance une explosion de glace, emprisonnant les pieds de Lungi dans des éclats de mana glacée. Pensant avoir gagné, le tank abat une énorme épée vers le guerrier piégé. Lungi fracasse facilement la glace à la force pure, puis esquive l'attaque du tank, esquivant le coup au KLM. Lungi prépare un coup de poing dévastateur, son bras crépitant d'électricité dorée. Le sol vole en éclats alors qu'il libère sa rage, envoyant valser un des membres du gang au loin en hurlant. Meshi reste figé, incapable de piger comment sa magie de glace n'a pas réussi à retenir le guerrier. Lungi explique avec une confiance glaciale qu'une force écrasante est tout ce qu'il faut pour briser des entraves aussi minables. Meshi tremble de tous ses membres en sentant une aura de combat terrifiante émaner du type qu'il croyait déjà cuit. La panique s'installe alors qu'il ordonne à son archer de shaker les stats de Lungi, désespéré de comprendre ce qu'il affronte. Avant que Meshi ne puisse réagir, Lungi bondit en avant et lui broie le bras, faisant taire ses ordres frénétiques. Il rappelle au mage que leur archer a déjà quitté la partie, expédié au point de respawn d'un seul coup. Meshi se retourne, horrifié, vers la place vide où se tenait son coéquipier, réalisant la vraie mesure de la menace. N'ayant aucune autre explication pour une telle puissance, Meshi pointe un doigt tremblant et accuse Lungi d'utiliser un logiciel de cheat. Un feu doré brûle dans les yeux de Lungi alors qu'il écoute les accusations désespérées d'un lâche acculé. Un souvenir remonte à la surface. Celui où Lungi demandait à Belly pourquoi il avait choisi une façon aussi lâche de le trahir. Les yeux du tricheur avaient brillé d'une lumière violette glaçante, alors qu'il lui répondait que Lungi avait simplement choisi la mauvaise voie. Lungi se moque de l'idée de tricher, affirmant que seuls les faibles sacrifient leur honneur pour un point de non-retour. Il soulève Meshi par le col, dégoûté que le mage préfère hurler au « hacker » plutôt que d'admettre son propre échec. Mort de peur, Meshi commence à supplier, proposant de lâcher le gang de Rex si Lungi l'épargne. Trop tard, marmonne Lungi, son poing s'enflammant d'une surcharge mortelle de mana alors qu'il active son point de puissance. Il balance un coup de tonnerre qui crée une onde de choc massive, pulvérisant complètement le mage. La poussière retombe, laissant Lungi debout seul au milieu d'un cratère fumant, son regard fixé sur le dernier ennemi debout. Rex émerge de la fumée, étonnamment calme, affirmant que Lungi vient de balancer son plus grand avantage par la fenêtre. Un rictus de prédateur s'étire sur le visage de l'ordure, convaincu qu'il a enfin pigé comment marche la classe de Lungi. Dégainant ses doubles dagues, Rex note que la force de Lungi augmente spécifiquement lorsqu'il est en infériorité numérique. Une fenêtre système confirme le passif du guerrier, dernier rempart, qui donne un gros boost de stats uniquement quand il est assailli. Vu qu'il est maintenant le seul restant, Rex est persuadé que le buff a expiré, laissant Lungi vulnérable. Lungi dégaine simplement son épée géante, nullement perturbé par cette analyse, et promet d'en finir d'un seul coup. Le corps de Rex s'enveloppe d'une brume violette sinistre alors qu'il se vante de sa spécialité dans le PK, Player Killing, en 1 contre 1. Les deux guerriers s'affrontent dans une violente explosion d'énergie,
chacun déterminé à rayer l'autre de la carte. Les étincelles volent alors que l'acier rencontre l'acier, et Rex mentionne avec assurance son passif mortel, frappe sur point faible. Il explique qu'en tant que tueur, chaque coup qu'il inflige collera à son adversaire des malus incapacitants. Une image mentale illustre l'horreur. Cécité sur les headshots, blessure invalidante aux jambes et hémorragie au torse. Lungy observe les mouvements de son adversaire, très conscient que même une simple éraflure pourrait déclencher une cascade mortelle. Rex fonce en avant à une vitesse fulgurante, reconnaissant que Lungy s'en sort remarquablement bien pour quelqu'un avec une arme aussi pataude. Il ricane, certain que son avantage au corps à corps et le cumul de ses débuffs finiront par noyer le guerrier. Rex continue son assaut frénétique, se moquant de la défense de Lungy en la traitant de dernière lutte inutile. En réponse, la lame de Lungy commence à pulser d'une lueur orange intense et brûlante. Il bondit soudainement en arrière, créant de la distance pour préparer son prochain coup fatal. Rex est momentanément scotché que Lungy possède encore une telle puissance de destruction malgré ses blessures. Il reprend vite ses esprits, ricanant qu'il gagnera simplement grâce à une guerre d'usure. Les yeux de Lungy s'embrasent d'un feu intérieur, alors qu'il rétorque qu'il n'a aucune intention de faire traîner ça en longueur. Tel un météore de colère ardente, Lungy charge son ennemi, lui disant de se repentir en attendant de respawn. La terreur s'empare enfin du cœur de Rex lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas esquiver le coup fatal qui s'abat sur lui. L'air lui-même explose alors que Lungy balance un coup dévastateur, pulvérisant la confiance de Rex en même temps que son équipement. Rex réapparaît au cristal de résurrection, son corps se pixelisant alors qu'il respawn au centre-ville sans la moindre pièce de stuff. Désorienté et humilié, il fixe la notification du système l'informant qu'il a été buté par Lungy et qu'il a mangé une pénalité de niveau. Les coéquipiers de Rex regardent sous le choc leur chef à poil péter un câble, réalisant que chaque item qu'il a looté ces dernières 24 heures a été drop. De retour sur le lieu du combat, les membres restants du gang sont paralysés de peur, pigeant qu'ils n'ont aucun espoir de récupérer leur stuff volé. Depuis la place de la ville, les hurlements de rage de Rex résonnent dans les rues alors qu'il jure de se venger de Lungy. Lungy se tient au milieu du butin de guerre, sa silhouette imposante alors qu'il regarde de haut l'équipement que Rex a laissé derrière lui. L'un des sbires survivants se frotte la nuque de douleur, se demandant où le reste de son équipe a bien pu disparaître aussi vite. Il se fige en remarquant Lungy s'approcher, l'attitude calme du guerrier étant bien plus flippante que n'importe quelle menace ouverte. Le larbin lève son épée avec des mains tremblantes, avertissant désespérément Lungy de reculer ou d'en assumer les conséquences. Lungy ignore cette démonstration pathétique, balançant un paquet d'équipements vers le mec et lui disant de ramener ses fringues à Rex. Il s'arrête pour livrer un dernier message glacial que le sbire devra transmettre à son chef déchu. Enveloppé d'une aura sombre et menaçante, Lungy promet de les traquer jusqu'à ce que leur niveau soit reset à 0 s'il croise à nouveau son chemin. Le sous-fifre terrorisé ne peut que balbutier son accord, sa volonté complètement brisée par la présence écrasante du guerrier. Il regarde Lungy s'éloigner, son souffle se coupant alors que la pression monstrueuse de la rencontre commence enfin à retomber. Laissé seul au milieu de la destruction, le sbire galère à processer le cauchemar auquel il vient de survivre. Il s'effondre à genoux, vomissant à cause de la douleur fantôme d'un combat qui était plié avant même d'avoir vraiment commencé. De loin, il fixe le dos de Lungy qui s'éloigne, se demandant quel genre de monstre ils ont accidentellement libéré. Pour le témoin survivant, la puissance de Lungy ressemble à une force de la nature oppressante qui ne peut plus être mesurée par de simples stats. À ses yeux, Lungy n'est plus juste un joueur, mais un dieu de la guerre qui a rampé hors des profondeurs de l'enfer pour revenir. Une série de notifications système inonde la vision de Lungy, le récompensant par un énorme boost de réputation pour avoir résisté à ce PK abusif. Le guerrier a atteint le statut légendaire dans la ville de Mel, gagnant le respect des PNJ et débloquant des privilèges exclusifs pour l'histoire. Malgré la trahison de ses anciens coéquipiers, Lungy est satisfait de ce qu'il a amassé, décidant qu'il est temps de retourner en ville pour se reposer. Alors que Lungy rentre dans la ville de Mel, les gardes ne restent pas plantés là. Ils font la queue pour l'accueillir en héros. Il est complètement pris au dépourvu. C'est pas l'accueil habituel pour un joueur de niveau 2. Chaque soldat pose un genou à terre alors qu'un message système apparaît. Il vient de débloquer le titre légendaire, l'âme de l'aube. Les autres joueurs qui assistent à la scène pètent un plomb. Voir des PNJ s'incliner devant un joueur, c'est du jamais vu. Ils essaient de comprendre s'il est une sorte de VIP haut de gamme ou s'il a juste dépensé une blinde, mais rien de tout ça n'a de sens pour un guerrier éclaté. Lungy reconnaît ce nom. Il se souvient avoir entendu parler de ce titre spécifique dans un donjon de sa vie passée. La légende remonte à 3 ans, à une époque où le monde était prisonnier d'une nuit sans fin. La civilisation était sur le point d'être anéantie par les monstres. C'est là qu'un guerrier humain solitaire s'est avancé avec une simple épée qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, fendre les ténèbres. Il a mené une alliance dans une ultime bataille juste avant le lever du jour. Avec sa lame levée bien haut, il a finalement ramené le soleil sur le monde. C'est de là que vient le titre de l'âme de l'aube, c'est la marque d'une bravoure absolue.
C'est l'un des 8 titres légendaires d'héritage que les devs avaient teasé à mort avant le lancement du jeu. Personne n'avait jamais réussi à en choper un dans son ancienne vie, mais le voilà, l'ayant obtenu dans un village de départ. Linia Sourit Intriorement. C'est un putain de butin auquel il ne s'attendait même pas. Les gardes continuent de lui faire de la lèche, disant que ses actions ont ému toute la ville aux larmes. Ils lui disent que le maire Oliver Green est tellement impressionné qu'il veut organiser un énorme banquet en son honneur. Une quête secondaire pop immédiatement, le dirigeant vers la salle du conseil. Les gardes proposent de l'escorter, mais Lingy remballe l'idée directe. Il sait que trop se faire remarquer, c'est juste une invitation pour que les gens viennent chercher la merde. Faire profil bas, c'est la meilleure strat. Pendant ce temps, Rex rôde dans une ruelle, serrant sa dague et fumant de rage. Il attend juste que Lingy tourne au mauvais coin pour pouvoir prendre sa revanche. Mais son pote Méchi commence à flipper. Tout le monde en ville adore Lingy maintenant, et ils doivent toujours vivre ici. Rex est een fout. Pour lui, avoir une réputation de raclure, c'est aussi bien qu'être célèbre. Il pense que s'il le tue, les autres joueurs PK les verront comme des légendes. Rex est convaincu qu'il est le caïd ici dans la ville de Mel. Du moins, jusqu'à ce qu'un garde se pointe. Le garde les calme direct, leur rappelant que dégainer une arme en ville est strictement interdit en ce moment. Rex essaie de faire genre qu'ils sont juste en train de discuter affaires. Le garde ne marche pas. Il sait qu'ils ont un casier et leur dit de se tenir à carreau s'ils veulent rester. Rex fulmine dans l'ombre, jurant toujours qu'il aura sa chance. Lingy ignore les embrouilles et se dirige tout droit vers le bureau du maire. Il pousse la porte et tombe sur un Oliver Green ultra enthousiaste qui l'attendait. Le maire rayonne littéralement, l'appelant « Seigneur Lame de l'Aube » à la seconde où il le voit. Il attrape les mains de Lingy, le remerciant de les avoir enfin débarrassés de ce cauchemar de Griffin. Le maire en fait des caisses, qualifiant ça d'exploit qui restera dans l'histoire. Lingy est en fait un peu surpris de voir à quel point le gars est amical. Dans sa vie passée, le maire était toujours stressé et froid. Gérer les démons l'avait épuisé. Mais là, le mec a l'air complètement revigoré. Lingy la joue humble, disant qu'il a juste fait sa part du tas. Mais le maire n'a pas fini. Il a de grands projets pour commémorer cette victoire. Il tire les rideaux pour montrer la place de la ville et fait une proposition de dingue. Il veut construire une statue géante en or de Lingy en plein milieu de la place. Il veut que chaque personne qui débarque dans la ville de Mel la voie et soit inspirée. Lingy remercie le maire mais refuse la statue, expliquant qu'une célébrité vide de sens n'aide concrètement personne. À la place, il a une bien meilleure idée pour utiliser ses ressources. Le maire Green est tout oui, prêt à lui filer de l'or, un titre de noblesse, ou tout ce qu'il veut. Lingy suggère d'investir les fonds militaires dans quelque chose qui profite vraiment à chaque joueur de la ville. Sa première demande est une énorme réduction d'impôts sur le long terme pour le commerce, afin d'aider les nouveaux joueurs à évoluer plus vite. Deuxièmement, il veut renforcer la sécurité de la ville pour que des monstres comme le Griffin ne les menacent plus jamais. Le maire est sur le cul. Il a vu des tas de gens courir après le pouvoir, mais jamais personne qui se souciait autant des autres. Il accepte immédiatement et ordonne que les changements de taxes soient mis en place sur le champ. Une annonce générale s'affiche sur les écrans de toute la ville. Les taxes sont réduites de 50% en récompense des mérites militaires de Lingy. Les joueurs sur la place deviennent dingues, se demandant quel genre de joueur de niveau divin dépenserait autant d'argent juste pour la charité. De retour dans le bureau, le maire est pratiquement en larmes face au noble caractère de Lingy. Il sort une clé en or, insistant pour que Lingy accepte un dernier cadeau en guise de remerciement personnel. C'est l'acte de propriété d'un bâtiment de 2 étages à la périphérie de la ville, avec vue sur les champs de moulins. Il invite officiellement Lingy à faire de la ville de Mel sa résidence permanente. Lingy est bluffé. Il vient de devenir le premier joueur de tout le jeu à posséder de vraies terres. Dans un jeu géré par une IA super avancée, posséder des terres est pratiquement un rêve impossible. C'est pas comme dans les autres jeux où un fils à papa peut juste racheter toute une rue commerçante. Dans Epoch EL, presque chaque centimètre carré de terrain est déjà revendiqué par le système, les villes ou les tribus indigènes. Les tribus indigènes gardent leur territoire farouchement, et les spots les plus précieux sont généralement blindés de monstres de haut niveau. La plupart des joueurs ne peuvent que louer un petit stand ou un atelier s'ils ont de la chance. Même les guildes géantes engloutissent des millions pour essayer de sécuriser un tout petit bout de territoire. Et même là, il pourrait tout perdre dans une seule mission de défense ratée. Avoir sa propre base privée aussitôt lui donne une avance monstrueuse sur tous les autres. C'est l'endroit parfait pour stocker des ressources ou faire des recherches sur des compétences de haut niveau. Lingy accepte le cadeau, disant au maire qu'il kiffe vraiment l'endroit. Le maire est juste refait de le voir rester en ville, disant que c'est une source d'inspiration. Une série de récompenses système suit. Il peut maintenant se téléporter, réparer son stuff instantanément, et même utiliser l'hôtel des ventes à distance depuis la ville. Et grâce à son noble caractère, il obtient une réduction permanente de 15% sur tout ce qu'il achète. Pas dégueu pour commencer sa nouvelle vie. La ville de Mel a l'air paisible, et l'âme de l'aube se sent plutôt bien. En gardant en tête la réduction du maire,
il décide qu'il est temps de faire un tour au marché pour refaire le plein. Mais sorti de nulle part, une silhouette dans une cape rouge le frôle, réussissant à lui faire les poches avec succès. Une notification système apparaît. Il vient de perdre 100 pièces de cuivre en un clin d'œil. La voleuse, une fille avec une capuche violette, a un petit sourire en coin alors qu'elle soupèse la bourse dans sa main. Il n'hésite pas une seule seconde et bondit en avant pour récupérer son blé. Elle s'esquive comme une ombre, l'entraînant plus profondément dans les ruelles de la ville. Il a clairement le séum, pensant que la sécurité de la ville est une putain de blague si ce genre de truc arrive en plein jour. La course-poursuite est lancée alors qu'il la file à travers le quartier bondé du marché. Elle le conduit tout droit dans une ruelle sombre et silencieuse, loin de tout garde. Il la rattrape et la prévient qu'elle vient de s'enfermer elle-même dans un cul-de-sac. Elle se retourne avec un sourire taquin, se révélant être Xialian, la gérante de la rue sombre. Soudain, un groupe de voyous niveau 3 sort de l'ombre pour l'encercler. Il capte la situation directe. C'est le côté sombre et dangereux de la ville. Xialian est surprise qu'il en sache autant, se demandant s'il est un vétéran de la bêta fermée. Il a vu ces embrouilles des dizaines de fois dans sa vie passée et n'est pas du tout impressionné. Elle va droit au but. Quelqu'un a mis le prix fort pour sa tête. Il réduit les suspects à 2 mecs, le paladin balai ou cette lavette de Rex. Il la regarde droit dans les yeux et demande lequel était assez désespéré pour engager un tueur à gages. Elle lui lâche juste un sourire cryptique, disant qu'il devrait déjà connaître la réponse. Il en rigole, sachant que Rex est trop lâche pour l'affronter directement maintenant. Elle affirme qu'elle n'est qu'un PNJ faisant son boulot et qu'elle s'en fout des dramas entre joueurs. Avec un regard glacial, elle donne l'ordre à ses hommes de l'achever. Les racailles chargent, l'âme dégainée pour ce qu'il pense être une cible facile. Il tient sa position alors qu'ils lui fondent dessus des deux côtés à la fois. Une onde de choc massive éclate lorsque leurs armes s'écrasent contre sa défense. En un instant, les armes des voyous sont brisées en 1000 morceaux par sa compétence de destruction d'armes. Xialian tape dans ses mains, admettant qu'elle est impressionnée par sa résistance. Il ne baisse pas sa garde, lui demandant si elle veut tenter sa chance à son tour. Elle réalise que c'est un combat perdu d'avance. Les frais médicaux de ses hommes coûteraient plus cher que la prime. Elle dit à son équipe de se replier, sachant qu'ils sont totalement surclassés. Elle soupire, stressant déjà sur la perte de profit due à tout ce bordel. Elle décide qu'elle dira juste à Rex que la cible était trop coriace et passera à autre chose. Elle lui dit au revoir, l'invitant même à passer boire un verre dans la rue sombre de C4. Mais il n'a pas l'intention de la laisser filer comme ça et l'interpelle pour l'arrêter. Elle est confuse, se demandant pourquoi il n'est pas juste content de s'en tirer vivant. Il exige qu'elle rende le sac de pièces de cuivre qu'elle lui a tiré tout à l'heure. Elle est limite offensée, choquée qu'il ose négocier avec elle. Dans sa tête, cet argent, c'est juste le prix à payer pour qu'elle se montre clémente aujourd'hui. Ses yeux s'embrasent d'une lueur féroce alors qu'il se prépare à régler la dette par la force. Il lui dit que si elle veut l'argent qu'il a gagné, elle devra le prendre avec ses propres compétences. Xialian dégaine son énorme lame, plus qu'heureuse de relever le défi. Ils se font face dans la ruelle étroite, aucun des deux n'étant prêt à reculer en premier. Ils s'entrechoquent dans une gerbe d'étincelles, le bruit du métal contre le métal résonnant dans la rue. Xialian est un flou d'énergie violette, son épée bougeant bien plus vite que n'importe quel PNJ ordinaire. Elle est vraiment impressionnée qu'il puisse encaisser sa compétence, destruction d'armes, sans se briser. Mais l'âme de l'aube est perplexe. Dans sa vie passée, elle n'était qu'une no-name au marché noir. Elle plaisante en disant qu'elle peut lui prêter de la thune pour une nouvelle lame, kiffant clairement le chaos du combat. Il se demande pourquoi sa personnalité est si théâtrale et différente de ce dont il se souvient. Même sans armes, il est convaincu qu'il a ce qu'il faut pour la démonter. Il serre le poing, déterminé à récupérer la moindre pièce de cuivre qu'elle a volée. Elle trouve sa confiance hilarante et un brin vieux jeu à son goût. Elle est d'excellente humeur, donc ça ne la dérange pas de faire quelques rounds de plus avec lui. Avec un sourire diabolique, elle ordonne à ses hommes de lui montrer le vrai comité d'accueil de la rue sombre. Les sous-fifres commencent à l'acclamer depuis la touche, persuadés que leur boss est totalement invincible. À son signal, ils se préparent tous à plonger tête la première dans cette mêlée chaotique. La ruelle se transforme en un champ de bataille bondé alors que tout le monde saute dans le tas en même temps. Xialian bondit à nouveau, son corps enveloppé d'une lumière violette sombre. Elle est derrière lui en un éclair, lui murmurant qu'il est beaucoup trop lent pour suivre la cadence. Il ne panique pas, plissant les yeux alors qu'il concentre tous ses sens sur son prochain mouvement. Elle ne lâche rien, balançant une autre frappe lourde dans sa direction pour voir comment il réagit. L'impact est monstrueux, et il doit s'ancrer dans le sol juste pour ne pas reculer. Il bloque parfaitement le coup suivant, à sa grande surprise et à son grand agacement. Il est forcé d'admettre que pour un PNJ, sa force dépasse de loin tout ce à quoi il s'attendait. Ne voulant pas juste rester sur la défensive, il lance sa propre contre-attaque surpuissante. Leur coup chargé d'énergie entre en collision en plein vol, libérant un flash de lumière blanche aveuglante. Il esquive de justesse son high kick et reçoit un compliment pour ses réflexes aiguisés de la part de son adversaire. Ils s'échangent des coups de poing dans un enchaînement à grande vitesse qui commence à fissurer le pavé sous leurs pieds. Soudain, des éclairs crépitent autour de son bras,
la prenant totalement au dépourvu maintenant que sa main est verrouillée dans sa prise. Mais avant que le coup de poing ne puisse faire mouche, grâce à sa maîtrise de nivomètre, elle réussit à se libérer de son emprise. Le dernier coup chargé d'éclair est lâché, ratant sa cible de peu alors qu'elle parvient à s'échapper et à esquiver la frappe d'un cheveu. Quand la fumée se dissipe, il se tient au milieu des décombres avec l'électricité qui danse encore autour de lui. Elle sourit et admet que sans son épée, elle ne peut vraiment pas se le faire aujourd'hui. Il lui fait remarquer que continuer ce combat est juste une perte de temps et de ressources pour elle. Elle le fixe intensément, réalisant qu'elle a affaire à quelqu'un de vraiment spécial. Puis elle explose de rire, trouvant sa logique et sa force absolument fascinante. Elle siffle la fin de la récré et lui relance sa bourse de pièces qu'il rattrape au vol. Pour elle, finir ses affaires est bien plus important qu'une baston de ruminable pour quelques pièces. Elle rassemble ses hommes et s'en va avec un adieu enjoué, lui disant qu'ils se reverront. Il reste seul dans la ruelle, regardant cette femme étrange et son équipe disparaître. Il attrape la bourse et se rend compte direct qu'elle est en fait plus lourde qu'avant. Quand il l'ouvre, il trouve un mystérieux artefact bleu luisant caché à l'intérieur. Il n'en croit pas ses yeux. C'est le légendaire œil de la vision véritable qu'il cherchait. Un message de Pei Xuan du bateau sombre apparaît, espérant une future coopération. L'âme de l'aube fixe ce cadeau bizarre, se demandant pourquoi Pei Xuan proposerait une coopération avec un truc aussi flippant. Au moment où son doigt effleure l'artefact, une soudaine décharge d'énergie bleue le traverse. Une lumière aveuglante jaillit de l'œil, engloutissant complètement sa vision dans un tourbillon de puissance pure. La douleur est instantanée et atroce, le forçant à genoux alors que l'énergie ancienne fusionne avec son être même. Une notification système clignote devant lui, annonçant qu'il a obtenu un artefact divin rare, l'œil de la vision véritable. Lié à un dieu ancien, ce globe oculaire mystérieux lui accorde la capacité unique de briser n'importe quelle illusion et de percevoir la vérité. Alors que l'intensité diminue, il réalise qu'il a gagné un item incroyable dont il ignorait même l'existence dans sa vie précédente. Il sourit dans son coin, sachant que cette version de la ville de Mel s'annonce bien plus intéressante et gratifiante que la précédente. Linji est de retour dans les rues animées de la ville de Mel. Il flâne dans le marché, gardant les yeux ouverts au cas où il repérerait un truc utile. Un marchand gueule ses prix. Des pierres noires pour juste une pièce de cuivre le tas. Le guerrier s'arrête net, quelque chose vient d'attirer son attention. Il fixe une caisse de minéraux basiques que la majorité des joueurs ignoreraient totalement. On trouve des pierres noires partout, et la plupart des gens pensent que c'est juste de la merde qui bouffe de la place dans l'inventaire. Soudain, son œil de la vision véritable s'active tout seul. Une roche spécifique dans le tas se met à briller d'une faible lumière violette. Elle n'est clairement pas comme les autres cailloux de la caisse. Le système le confirme. Il vient de dénicher une rare pierre de lumière stellaire. Linji a du mal à y croire. Il a trouvé un trésor juste en se baladant. Il lance une pièce au marchand pour conclure l'affaire avant que quelqu'un d'autre ne grille le truc. Il demande si les pierres sont à vendre, et le marchand est plus que ravi de prendre sa thune. Le gars rigole dans sa barbe, pensant qu'il vient de trouver le plus gros pigeon de la ville. Linji s'en va avec la pierre, laissant le mec profiter de sa petite victoire. Une fois hors de vue, il gratte la couche extérieure rugueuse. En dessous se trouve une pierre de lumière stellaire parfaite qu'aucune évaluation ordinaire n'aurait pu détecter. Pour un PNJ, cette simple gemme vaudrait au moins 100 pièces de cuivre. Mais il a un meilleur plan. Il va la broyer pour faire de l'alchimie. Dans Epoch EL, les joueurs ont une liberté totale pour choisir leur métier. La plupart prennent une ou deux spécialités d'artisanat juste pour booster leur classe de combat. Mais les alchimistes jouent dans une autre cour. C'est un métier qui coûte une blinde et qui est ultra dangereux, où une erreur peut provoquer une explosion monstrueuse. Dans cette branche, un échec signifie généralement une mort instantanée pour l'artisan. Il check les prix actuels du marché pour voir combien les gens lâchent pour des potions. Une potion de soin moyenne part pour 10 cuivres, mais la boutique te limite à une seule par jour. La recette officielle est une putain d'arnaque. Les matériaux coûtent plus cher que le produit fini. Ajoute à ça un taux d'échec de 60%, et tu paies grosso modo le double pour la crafter toi-même. C'est pour ça que la plupart des joueurs qui essaient de faire fortune avec l'alchimie finissent sur la paille. Par chance, Linji a vécu dans ce monde pendant 5 ans et connaît toutes les recettes cachées. Il avait les connaissances, mais il lui manquait un ingrédient vital. Pour que ça marche, il avait besoin de poudre de pierre de lumière stellaire. Ce cadeau qu'il a eu de Pei Xuan vient de lui offrir l'opportunité de faire un bénéfice de malade. Quelques joueurs l'observent depuis l'ombre, remarquant qu'il achète encore plus de merde. Ils se disent que vu qu'il est là, l'âme de l'aube, il doit avoir des infos sur l'économie. L'un d'eux décide de le suivre aveuglément et achète aussi toute une pile de pierres noires. Même le marchand commence à se demander s'il n'a pas vendu ses cailloux trop peu cher par erreur. Linji rassemble le reste de ses fournitures, des fioles et quelques herbes bas de gamme. Il broie la gemme, et le système confirme qu'il a crafté de la poudre parfaite de pierre de lumière stellaire. Ses harceleurs sont paumés, essayant de comprendre ce qu'il vient de fracasser. Ils sont persuadés que réduire ces pierres en miettes est le secret pour fabriquer de l'équipement de haut niveau. Ils essaient eux-mêmes,
mais se retrouve juste avec des tas de poussière inutiles et de la poudre bonne à jeter. Linji commence le processus en versant de l'essence de feuilles d'herbe dans une fiole en cristal moyenne. Il ajoute une pincée de poudre de pierre de lumière stellaire, ce qui catalyse le mélange et booste sa puissance. Mais le processus de craft n'est pas encore tout à fait terminé. L'observant de loin, un couple de stalkers est convaincu qu'il exécute un rituel secret de haut rang. Le guerrier tourne son attention vers la fontaine centrale de la ville pour l'étape finale. Il remplit la fiole avec l'eau ordinaire de la fontaine, laissant les spectateurs complètement perplexes. Le mélange réagit instantanément, se transformant en un liquide vert vif et fluorescent. Le système valide son succès. Il vient de crafter une potion de soins moyenne. Il est refait de voir que l'apparence et l'efficacité sont identiques à celles vendues dans les boutiques chères. Les spectateurs sont sceptiques, murmurant qu'il doit sûrement vendre de faux médocs à des joueurs crédules. Mais les notifications de réussite de Craft continuent de s'empiler alors qu'il poursuit son taf. Il termine un lot de 100 potions, gagnant un max d'expérience et faisant grimper son niveau d'alchimie plusieurs fois. Il sourit, réalisant que sa connaissance du futur est l'outil ultime pour bâtir sa fortune. Les joueurs l'assaillent rapidement, impatients d'acheter en gros puisqu'ils ont déjà cramé leurs limites d'achat quotidiennes dans les boutiques officielles. À peine une heure plus tard, il est officiellement en rupture de stock. En les vendant juste un cuivre moins cher que le prix en boutique, il a réussi à écouler tout son inventaire instantanément. Il fait un calcul rapide. Son investissement de départ s'est transformé en 1000 pièces de cuivre en un temps record. Tenant un lourd sac de pièces, il réalise que ses gains ont été multipliés par 10 en une seule après-midi. Pendant ce temps, les deux mecs qui l'espionnaient croient avoir trouvé une énorme faille à exploiter pour devenir riche vite fait. Jabba commence à mélanger sa propre tambouille, suivant avec confiance les étapes qu'il croyait avoir vues. Mais au lieu d'une potion de soin, il crée une potion toxique qui dégage une épaisse fumée noire. Il essaie de la jouer cool, prétendant que c'est juste une potion de santé qui a pris la mauvaise couleur. Son pote n'y croit pas une seconde et le met au défi d'en boire une gorgée. Une explosion d'énergie violette jaillit, et le système annonce que Jabba vient officiellement de se suicider. La foule autour est sous le choc, murmurant qu'un autre joueur vient de péter un plomb pour de bon. Linji n'est pas surpris. Essayer de crafter sans la bonne recette est le moyen infaillible de déclencher la malédiction de l'alchimie. Les poches pleines de fric, le guerrier se prépare à se déconnecter pour gérer sa nouvelle fortune dans le monde réel. Linji boucle ses affaires dans le jeu et se prépare à se déconnecter. De retour dans la réalité, sa maison est un appartement minable et exigu dans un immeuble délabré. Il retire son casque, repensant aux 50 pièces de cuivre qu'il vient d'échanger contre 5 millions de yuan. Une notification fait vibrer son téléphone. Le premier million est déjà arrivé sur son compte. Il est lui-même étonné de la vitesse à laquelle le transfert est passé. Son moment de calme est brisé lorsqu'il entend un gros boucan venant du salon. Un groupe de collecteurs de dettes a forcé l'entrée, venu réclamer sa part mensuelle. La mère et la sœur de Linji, 11-11, sont coincés dans un coin et clairement terrorisés. Le chef de la bande fulmine parce qu'il vient de claquer 1 million en jouant au même jeu que Linji. Il cherche à évacuer sa frustration et ses pertes sur elle. Là, tout de suite. Sa mère supplie pour avoir plus de temps, mais ces types n'en ont rien à foutre des excuses. Le boss n'est pas du tout attendri et est prêt à en venir aux mains. Un des voyous attrape 11-11 et elle commence à se débattre alors qu'ils deviennent agressifs. Sa mère hurle son nom, mais elle est impuissante face à eux. Le chef mate 11-11 avec un regard de pervers, suggérant qu'elle pourrait se vendre un bon prix sur le marché. Il se moque de la mère de Linji, traitant son fils de nolif inutile qui se planque probablement dans sa chambre. Il blague même sur le fait de revendre les organes du gamin s'ils ne peuvent pas cracher la thune. Linji finit par sortir, demandant si 1 million suffirait vraiment à régler l'affaire. Il tend son téléphone, montrant au boss exactement ce qu'il voulait voir. Les racailles explosent de rire, pensant que c'est juste un gamin qui fait le caïd, jusqu'à ce qu'il voit l'écran. L'un d'eux check le solde du compte et réalise que le million est bien réel. Linji le fixe froidement, demandant à nouveau si ça suffit. Sa mère et sa sœur sont complètement sciés, se demandant comment il a bien pu trouver autant de fric. Les voyous sont trop occupés à compter les zéros, n'arrivant pas à croire ce qu'ils voient. Le chef en reste sans voix, fixant l'écran avec incrédulité. Il attrape soudain Linji par le col, exigeant de savoir comment un « sale gamer » est devenu si riche. Il n'est pas juste curieux. Il cherche un moyen de leur soutirer encore plus de blé. Linji reste stoïque, lui disant la vérité. Il a tout gagné en jouant à des jeux. Entendre qu'un « loser » a gagné 1 million pendant que lui en perdait un envoie le boss dans une jalousie folle. Il décide que le million ne compte pas pour la dette. Il le réclame comme « compensation » pour ses propres pertes. L'expression de Linji devient glaciale. Il ne compte pas se laisser racketter. Le chef attrape son couteau, mais la main de Linji bouge à une vitesse fulgurante. Le mec ne l'a même pas vu venir. Il est choqué par la rapidité du mouvement. Linji lui fait comprendre que ses compétences du monde virtuel marchent très bien dans la réalité. Il écrase le boss contre la table, immobilisant son bras dans un bruit sourd et douloureux.
Les autres voyous sont pétrifiés alors que leur chef hurle de douleur. Linji les avertit de ne pas bouger d'un cil s'ils veulent rester en un seul morceau. L'attitude du boss change du tout au tout, suppliant son frère d'y aller mollo avec lui. Linji a l'air d'une toute autre personne, son regard rempli d'une intensité terrifiante. Le boss ressent une aura monstrueuse émaner de lui. C'est comme regarder un démon en face. Linji demande une dernière fois s'il a toujours l'intention d'essayer de le racketter. Mort de peur, le boss affirme que c'était juste un malentendu et le supplie de le lâcher. Ses larbins rentrent direct dans le rang, terrorisés par la démonstration de force qu'ils viennent de voir. Linji leur fait très clairement comprendre que leur présence n'est plus souhaitée. Les racailles se bousculent pour fuir, ne voulant pas pousser le bouchon plus loin. 11-11 les regarde d'étaler, son état de choc se transformant lentement en confusion à propos de son frère. Elle est toujours hors d'elle, criant à quel point ils étaient impolis et les menaçant d'une autre raclée s'ils osent revenir. Depuis le balcon, les voyous crient leurs excuses, jurant qu'ils n'oseront jamais revenir. Une fois la poussière retombée, sa sœur réalise qu'il y a de grosses questions qui nécessitent des réponses. Linji essaie de noyer le poisson, mais sa sœur ne compte pas le lâcher aussi facilement. Elle exige des explications pour savoir où leur millionnaire caché était passé tout ce temps. Linji commence à suer, réalisant qu'il a besoin d'une histoire crédible pour ne pas inquiéter sa famille. Elle reste plantée là, bras croisés, attendant qu'il se mette à cracher le morceau. Il la regarde et pense à quel point il est reconnaissant que dans cette vie, elle soit toujours en vie et en bonne santé. Dans sa vie précédente, la perte de son père et la maladie de sa sœur avaient noyé la famille sous les dettes. Tout le fardeau de leur survie était tombé sur ses épaules. À l'époque, trouver un boulot décent était presque impossible pour quelqu'un venant de son milieu. Il passait ses journées à errer dans les rues, sans voir la moindre lueur d'espoir pour l'avenir. Tout a changé quand il a vu l'énorme campagne de pub pour un nouveau monde. Il promettait un royaume de richesses infinies pour tout joueur prêt à l'explorer. Sa motivation initiale était simple et honnête. Il avait juste besoin de gagner de l'argent. Commençant comme un guerrier de niveau 3, il ressemblait à n'importe quel autre noob essayant de faire son trou. Un chef de groupe de gold farming l'a approché, cherchant quelqu'un qui n'avait pas peur de crever. La paie était minable. Seulement 2 pièces de cuivre pour un run complet. Malgré ça, Linji a accepté l'offre sans y réfléchir à 2 fois. Chaque combat de ses premiers jours était un flirt littéral avec la mort. Le chef du groupe était impressionné, remarquant qu'il était étonnamment difficile à tuer. Linji réussissait à survivre à la fin de chaque raid, laissant les autres se demander s'il utilisait des cheats. Couvert de sang numérique et épuisé, il a juste continué à avancer. Reconnaissant son travail acharné, le leader lui a même filé une pièce de cuivre supplémentaire en récompense. On lui a demandé de continuer à les aider à l'avenir, et il a accepté. S'appuyant sur son expérience des situations de vie ou de mort, il a continué à repousser ses limites. Ses compétences de combat se sont aiguisées, jusqu'à ce qu'il devienne une vraie machine de guerre sur le champ de bataille. Il a atteint un stade où il pouvait survivre seul même si tout son groupe se faisait décimer. Au fur et à mesure que sa maîtrise augmentait, son ambition aussi. Il voulait prouver qu'un joueur technique pouvait être le plus fort. Il était déterminé à atteindre le sommet et à y rester. Le but était simple. Devenir assez fort pour protéger ceux qui comptaient le plus pour lui. Finalement, il a rencontré Belly Shansheng, un mec qui se battait à ses côtés avec la même rage de vaincre. Ils ont fait le pacte de devenir les plus forts dans leurs rôles respectifs. Ils s'étaient même promis un affrontement final une fois qu'ils auraient tous les deux atteint le sommet. La réputation de Linji a grandi, jusqu'à ce qu'il soit connu sous le nom d'immortel dieu de la guerre, invité uniquement pour les combats les plus hardcore. Ses revenus ont explosé, et le cauchemar financier de sa famille semblait enfin toucher à sa fin. Jusqu'à ce qu'un agent du combat du sommet l'approche avec une exigence. On lui a dit qu'il devait perdre le match exprès, un ordre qui allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. Linji repense à son ancienne vie, où il avait la force de concourir pour le titre du joueur le plus fort des poches. Il était déterminé à gagner le match final, car les 100 millions de prize money étaient le seul moyen de sauver sa sœur. Sa frustration déborde lorsqu'il se souvient qu'on lui a ordonné de perdre le championnat délibérément. Le représentant du tournoi lui explique froidement que l'épreuve de force du sommet n'est rien de plus qu'un jeu contrôlé par le capital. Il lui fait clairement comprendre qu'on ne laissera jamais un mec du peuple comme Linji faire de l'ombre à leur star fabriquée de toutes pièces, Belly Shansheng. Linji est persuadé que Belly, son ami et rival, n'accepterait jamais un arrangement aussi déshonorant. Il était bien décidé à tout donner dans cette ultime bataille, honorant le pacte qu'ils avaient fait de devenir tous les deux les plus forts. Pour lui, le jeu était le seul moyen de défier son destin et de s'élever au-dessus de ses origines modestes de roturier. Le représentant le prévient que les puissants trouveront un moyen de le faire plier, qu'ils le veuillent ou non. Il lui suggère que Linji devrait se retirer maintenant tant qu'il a encore de l'avance, plutôt que d'être forcé à la chute. À leurs yeux, quelqu'un comme Belly pourrait toujours se remettre d'une défaite,
Mais un seul échec pour Linji signifierait la ruine totale. Son monde a commencé à s'écrouler quand il a reçu un appel désespéré de sa mère à propos de sa sœur. Elle lui apprend que l'état de sa sœur s'est soudainement aggravé à cause d'une mystérieuse panne d'équipement à l'hôpital. Le téléphone lui glisse des mains quand il entend que des hommes en noir ont été vus à l'hôpital, menaçant sa famille. Il réalise avec horreur que son refus de perdre le match avait mis la vie de sa sœur en danger immédiat. De retour dans le présent, sa sœur le regarde avec une inquiétude sincère, lui demandant pourquoi il s'est soudainement mis à pleurer. Linji masque rapidement sa douleur derrière un sourire, lui disant qu'il pleure simplement des larmes de joie. Elle reste sceptique, ayant du mal à avaler qu'il a vraiment pu gagner $1 million juste en jouant à un jeu. Il lui promet que leurs jours de galère sont terminés, affirmant qu'il a vendu un item rare pour une fortune. Elle s'excite direct et essaie de lui piquer son casque VR, avant de se faire rappeler que les mineurs n'ont pas le droit de jouer. Tout le monde a ses propres raisons de jouer au jeu, certains pour la gloire, d'autres pour le rêve. Un paquet de gens cherchent juste un moyen de fuir leur réalité. Mais pour Linji, le but est clair. Il va devenir le boss incontesté. Il se tient au-dessus d'un champ de cadavres. Les gens au bas de l'échelle sociale sont les plus durs à cuire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont l'habitude de troquer leur vie contre des pièces juste pour survivre. La survie est le seul miracle auquel il croit, et c'est pour ça qu'il est devenu joueur. De retour dans le monde réel, il sait qu'il doit améliorer son matos s'il veut rester au top. Il entre dans une boutique officielle de gaming appelée Dimensional Edge. Il lève les yeux vers un écran géant. Le setup tonnerre suprême est affiché à la modique somme d'1 million de balles. Dans sa vie passée, ça lui prenait une éternité pour économiser même pour de l'équipement milieu de gamme. Mais cette fois, il vise directement le meilleur matos dès le début. Un vendeur lève les yeux et le reconnaît, lui demandant si son matos éco plus commence à rendre l'âme. Linji va droit au but. Il annonce au gars qu'il veut le tonnerre suprême. Le vendeur en fait tomber sa mâchoire. Il explique à Linji que ce setup est strictement réservé aux joueurs pro de haut niveau. Il se moque de lui, disant qu'il ne pourrait même pas se payer un seul composant avec 10 ans de travail manuel. Avant même que Linji ne puisse répliquer à la longue leçon de morale du boutiquier, un mec s'est pointé au comptoir et a claqué une carte de paiement. Il voulait tout payer rubis sur l'ongle, d'un coup. Le gérant du magasin, voyant ça, a direct tourné le dos pour faire de la lèche au nouveau client blindé, qui n'était autre que Rex. Linji reconnaît cette voix insupportable au quart de tour. Rex est en train de se plaindre à ses sbires d'un certain Linji qui l'a humilié. Il jure qu'il a perdu uniquement parce que son stuff était à chier et affirme qu'il éclaterait à la loyale. Il se retourne et se fige quand il voit Linji planté juste là. Rex est sur le cul. Ce mec le piste littéralement partout. Linji lui lance un regard blasé. Il lui demande si Rex cherche à se prendre une autre leçon. Rex a un rictus. Il pense que les choses vont tourner différemment maintenant qu'ils sont en face à face dans la vraie vie. Il commence à faire son grand caïd, affirmant que c'est lui qui fait la loi dans le monde réel. L'un de ses voyous lui rappelle qu'il a sorti exactement la même disquette dans le jeu, juste avant de se faire rouler dessus. Rex aboie qu'on ne peut pas utiliser de cheat dans la réalité, et que maintenant ils ont l'avantage du nombre. Le vendeur panique et les supplie de ne pas se battre dans sa boutique. Il dit à Linji de s'excuser et de se mettre à genoux avant de s'attirer des ennuis qu'il ne pourra pas payer. Linja soupire. Il comptait en fait les laisser s'en tirer à bon compte cette fois. Rex sort un couteau et crache sur le sol. Il est désespéré de retrouver la dignité qu'il a perdue. Ses sbires fulminent aussi. Ils ont passé un temps fou à monter de niveau pour qu'il les reset d'un claquement de doigts. Rex se jette en avant avec sa lame, hurlant à Linji de juste crever une bonne fois pour toutes. Les yeux de Linji s'illuminent d'une intensité tranchante. Soudain, le monde commence à bouger au ralenti pour lui. 5 ans de combats infernaux dans le jeu ont recablé son cerveau et transformé ses réflexes en ceux d'une machine. Pour tous les autres, c'est un flash. Mais pour lui, le temps s'est figé. Il esquive la lame sans forcer. Ses instincts de combat sont aussi aiguisés dans la réalité que dans le jeu. Rex rate complètement sa cible et manque de s'étaler. Il est mort de peur, se demandant si Linji a aussi des cheats dans la vraie vie. Linji réduit la distance en une fraction de seconde. Une frappe puissante fait mouche, et Rex se retrouve à chercher son souffle par terre. Le pote de Rex, Hawk, tombe à genoux, totalement vaincu. Linji se tient juste au-dessus d'eux, leur rappelant qu'il n'y a pas de code de triche dans la vraie vie. Linji dit aux deux voyous qu'ils peuvent l'attaquer ensemble s'ils veulent gagner du temps. Réalisant qu'ils ne font pas le poids, ils crient qu'ils se tirent et qu'ils attendront leur boss à l'endroit habituel. Les poubelles étant sorties, Linji tend sa carte et annonce au vendeur qu'il paie le tonnerre suprême en intégralité. Le vendeur est toujours sous le choc, incapable de croire qu'un simple travailleur manuel puisse avoir autant de fric. Linji sort avec son nouveau matos pendant que le vendeur lui lâche un « Revenez quand vous voulez », très gêné. Alors qu'il quitte la boutique, une silhouette mystérieuse l'observe depuis l'ombre avec un regard stupéfait. Le mec de tout à l'heure, Hawk, apparaît soudainement devant Linji. Linji demande pourquoi il ne l'a pas juste attaqué avec ses « frères » à l'intérieur du magasin. Hawk cherche ses mots,
sa confiance totalement anéantie après avoir été témoin de la force de Linji. Il balbutie, ayant visiblement une prise de conscience sur sa propre faiblesse. Il serre les dents et hurle qu'il veut devenir plus fort. Linji le regarde juste, curieux de savoir ce que ce gars manigance. Hawk se présente comme un chevalier de rétribution et supplie le « Seigneur Lame de l'Aube » de l'aider. Il va droit au but, il veut que Linji le prenne comme disciple. Linji se tourne pour partir, disant au mec qu'il n'a absolument pas l'intention de faire ça. Hawk n'abandonne pas et s'agrippe à Linji, le suppliant de juste l'écouter une seconde. Il avoue avoir déjà vu des monstres de puissance, mais que Linji se bat comme un dieu de la guerre revenu de l'enfer. Hawk admet qu'il n'a choisi le talent flamme de rétribution que parce qu'il était un lâche terrifié à l'idée d'avoir mal. Il dit qu'il utilisait des compétences Tapax en grave-l'œil, mais inutiles juste pour planquer le fait qu'il crevait de peur au fond de lui. En repensant à ses échecs, il réalise qu'il doit changer s'il veut un jour devenir un vrai guerrier. Il supplie à nouveau, jurant qu'il veut vraiment devenir une existence puissante tout comme Linji. Linji reste ferme, répétant qu'il n'a aucun plan pour prendre des disciples en ce moment. Mais il ajoute que peut-être les choses seront différentes à l'avenir, donnant à Hawk une lueur d'espoir. Le visage de Hawk s'illumine. Il est ravi de ne pas avoir été complètement rejeté. Linji le regarde partir, notant qu'en reconnaissant ses propres faiblesses, Hawk est déjà en train de devenir plus fort. Epoch est actuellement en train de faire la mise à jour vers la version 1.01, et Linji sait qu'il doit être prêt. Hawk jubile en arrière-plan, jurant d'utiliser ce temps pour prouver qu'il est digne d'être son disciple. Alors que Linji s'éloigne avec son nouvel équipement, il sent les rouages du destin s'enclencher vers un avenir que personne n'aurait pu prévoir.